groupe d'appui, nous sommes passés maintenant à un groupe d'action. Ce qui fait que maintenant on est séparés en plusieurs formes de commissions, chacune travaillant sur des thèmes ou sur des actions différentes, on en parlera tout à l'heure. Mais le mot action, c'est justement parce que effectivement on reste plus que jamais dans l'action. Je crois que là on n'avait pas trop le choix, puisque comme le disait Yannick très justement, avec l'élection de Macron, on ne s'attendait à rien, mais là c'est pire. Quand on parle de président des riches, c'est vrai que le terme fait. Alors il a été souvent décrit en tant qu'expression populiste. On ne peut pas faire autrement que dire ça. On voit bien sur qui ça tombe. La baisse des APL, la hausse de la CSG, la suppression des CAE, la loi travail qui tombe et qui colle quand même sur, pour faciliter les licenciements, le blocage du SMIC, du point des salaires des fonctionnaires. On rajoute à ça la destruction des services publics. Les services publics, s'il y a une chose qui est normalement et qui est égalitaire, ce sont bien les services publics, l'école est gratuite, les soins sont accessibles devraient être accessibles à tout le monde, et aujourd'hui on est pile dans la destruction de tous les services publics. Nous sommes à France Insoumise de Bourges en train de reléguer une action justement des hôpitaux et plus particulièrement de l'hôpital psychiatrique Georges Sand, où ils sont dans une difficulté de travail insoupçonnable. Donc nous, nos grands axes de travail vont être les 3 grands axes qui ont été déterminés lors de la Convention. La pauvreté, sortir du nucléaire et la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà pour la présentation générale des choses. Voilà, donc on est dans un local, à nous, maintenant. Et pour le financer, on a créé une association. Je vais laisser Isabelle, la présidente de l'association, en parler. Bien, très rapidement, cette association est créée depuis quelques semaines, officiellement depuis le 30 octobre de cette année. Nous étions rassemblés pour les groupes d'appui en septembre, je crois. Et puis, 9 septembre. Voilà. Et nous avons donc, un accord décidé de créer cette association qui a pour dénomination le Cercle de Pensée et ES Insoumise, ES 18. Donc, Jean-Claude Marais en est le trésorier, Jean-Christophe Chollet, ici présent, en est le secrétaire, et moi-même, Isabelle Bossier, la présidente. Donc, c'est une association loi 1901 et qui a pour but, en fait, je vais vous lire un paragraphe des statuts, comme ça va vous donner une idée très claire de ce qu'il en est. Donc, il est formé entre les sous-signés ainsi que les personnes physiques qui adhéreront par la suite au présent statut, une association déclarée, régie par la loi de 1901, qui a pour objet toute action culturelle, politique et d'éducation populaire s'inscrivant dans le cadre du programme L'Avenir en commun, et plus globalement, toute action concourant à la transformation des rapports sociaux. L'association a également pour but la prise en charge financière de son siège social, qui est ici ce local. Je terminerai par l'association garantit la liberté et le respect du principe de non-discrimination. C'est un fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l'égal accès à ses instances. Et nous avons déjà mis en place quelques actions et c'est Jean-Christophe qui va nous en parler. Voilà, alors en fait on a mis en place un programme culturel qui sera basé sur l'année, sur l'ouverture à l'exposition d'artistes. Donc il y aura une inauguration et un vernissage le dimanche 28 janvier 2018 avec Michel Zolas à l'ouverture. Je vais vous citer encore 2 autres artistes qui viendront exposer ici. Il y a Olivier Claveau aussi et Roger Daniel. C'est des peintres? Oui, des plasticiens. Zolas, c'est photographe. Oui, les photographes, oui. Donc il y aura une inauguration et notre histoire d'inauguration, ce sera les dimanches. Donc les vernissages aussi, c'était un peu nouveau, mais on profite de la proximité aussi du marché, du côté populaire, effectivement, pour ouvrir.
Hein, donc on a ces actions-là, on a aussi une foire aux livres qui sera programmée, une brocante qui sera programmée ici, je pense, mai ou juin, à voir. Il risque d'y avoir aussi des micro-performances d'acteurs. Aussi des formations aussi autour sur les réseaux sociaux qui sont dispensées par les collègues de la France Insoumise. Donc voilà, globalement, c'est un lieu qui est appelé à sortir un peu du cadre habituel, pour s'ouvrir vers l'extérieur et qu'il y ait un lien social, populaire, avec tous ceux qui veulent venir en étant dans la similitude de nos convictions, bien évidemment. Le 26 mai est programmée la deuxième fête des Insoumis. Pour l'instant, elle est programmée comme l'an passé à Vignoux-sous-les-Ailes. Et on sait là pour l'instant que Daniel Simonet sera présent. Et vous parliez d'action tout à l'heure, on a vu que la rentrée sociale n'a pas été à la hauteur de ce que vous pouvez espérer. Alors vous, le syndicat, hein, est-ce que ça va continuer cette action sociale dans la rue? L'idée, d'abord, moi, je ne me situe pas aux organisations syndicales. Hein, donc, il y a un mouvement social, enfin, on était très clair, même dans le mouvement social, on est disponible pour aider, conforter, élargir, approfondir le mouvement social. On a tout fait pour, avec les manifestations, les familles, etc. Voilà, donc nous, on va rester dans notre rôle, car on est politique. Mais comme disait Frédéric, notre ambition, c'est aussi de redonner confiance au peuple. Parce que le peuple, ces dernières années, il a été dépossédé de son pouvoir, de sa souveraineté. La souveraineté populaire, aujourd'hui, ça n'a plus de sens dans la société. Et les gens, ils n'ont plus confiance dans leur force. Et ça fait des années qu'on n'a pas eu de victoire sociale. Donc tout ça, ça pèse dans le mouvement social. La méthode qui sort de la Convention, c'est effectivement l'auto-organisation, qui est de redonner confiance aux gens, y compris de ceux dont l'oligarchie veut éloigner de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une partie des forces politiques qui se satisfont très bien de l'abstention. Parce que ça arrange beaucoup de monde. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est que ces gens qu'on a éloignés de la politique, on veut leur redonner confiance pour les remettre en mouvement. On veut fédérer, enfin, la France Insoumise veut fédérer le peuple. On ne va pas se substituer aux gens. Hein. Et donc, on veut aussi que les gens ils reprennent confiance dans leur force. Donc, y compris dans des micro-luttes, dans des luttes de cage d'escalier, dans des luttes de quartier, voilà. C'est un mouvement de fond. Et les actions micro-locales, du coup, on va essayer de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un claquement de doigts, ça ne suffit pas pour mettre 1 million de personnes dans la rue. Donc, on aimerait bien, mais on voit bien que c'est difficile. Puis je rajouterais quand même à ça, on a un rouleau compresseur médiatique qui est quand même extraordinaire aujourd'hui. 90% des grands médias qui sont aux mains de 9 milliardaires. Un service public de l'information qui échappe à tout contrôle, à part celui du gouvernement. Et ces grands médias, ils mettent quand même dans la tête des gens qu'on ne peut pas faire autrement. Là, on va travailler en relation complète avec les syndicats sur les grandes actions qu'on va mener là au projet, et en accord total avec les syndicats. Après, c'est des chiffres, hein, c'est faire beaucoup de choses, mais évidemment, la popularité de Macron n'est pas mauvaise. Non, je peux penser. La popularité de Macron, il est encore un peu en état de grâce. Ça fait 6 mois qu'il est élu. Ce qui fait qu'à la rentrée, on est encore en observation. Enfin, je parle des Français. Nous on n'est plus en observation, on n'est même pas surpris de ce qu'il fait. Mais les Français sont encore dans un état d'observation. La rentrée scolaire, on s'occupe de choses diverses. Et la popularité, évidemment, quand on fait de la démagogie, ça paye toujours un petit peu quand même. Par contre, je pense que dans le printemps, là, quand il va commencer à parler des retraites, ou quand on va s'apercevoir qu'en fait, il ne se passe rien. Sur l'université, avec. Il y a tout ça. Est-ce que les jeunes rejoindront. Les syndicats ont compté, voilà. Il y a une tonne de choses qui vont s'accumuler avant un an de quinquennat. L'augmentation des mutuelles. Hein, c'est le président de la mutualité française qui l'a dit, entre 2 et 4% pour toutes les mutuelles. Il y a des gens pour qui c'est une catastrophe. Il faut savoir que beaucoup de Français ne sont pas mutualisés, ils n'ont pas de mutuelle complémentaire. Il va y avoir une succession. La CSG. La CSG,
d'événements qui font partie du coût d'État social, ce qu'on appelle le coût d'État social, qui vont quand même s'accumuler. C'est-à-dire que des annonces qui vont être mises en application, et là, les Français, d'après vous, vont se rendre compte de ça. J'en suis persuadé. L'état de grâce sera terminé. Alors nous, notre action, c'est autour de cette plateforme L'Avenir en commun, parce que c'est tout ça qui nous lie. Tout homme, toute femme de l'avenir de la France insoumise, quels que soient ses horizons avant, puisqu'elle n'existe que de 2 ans, on a tous des horizons un petit peu différents. Autour de cette plateforme, nous, on bataille. On va voir les gens, on fait du porte-à-porte, on fait les marchés, on fait tout un tas d'actions. Enfin, il suffit de faire 2 clics sur Internet pour voir le nombre d'actions qui sont initiées par les insoumis de France. On est au contact des gens, ça c'est notre priorité. Ce qui nous rassemble, c'est la plateforme. Et on essaye de mettre une solution, là-dedans, en face d'un problème, autour d'une organisation, une auto-organisation de citoyens. Et puis le deuxième axe, c'est, comme disait Yannick, c'est mettre de la citoyenneté partout, remettre de la citoyenneté à l'hôpital, dans tous les services publics, absolument partout, que les Français reprennent en main leur politique, leur vraie politique. Et redonner à l'État son rôle de protecteur et non pas que son rôle de régalien. Il y a moins de cotisations salariales, parce que maintenant, jusqu'à présent, on disait c'est des charges patronales qu'on va alléger, on n'a jamais créé un emploi, mais bon. Il y a allègement de cotisations sociales, on a une baisse de la taxe d'habitation, voire exonération pour le plus grand nombre, donc c'est sûr que les gens, ils disent ça amène du beurre dans les épinards, sauf que tout ça, ça se fait autrement à un moment donné. Taxe d'habitation, la mesure Macron pour Bourges, c'est 13 millions d'euros en moins. Bon, bah ça veut dire que non, il faut trouver l'argent autrement. Alors, l'État a dit qu'il augmenter les tarifs, augmenter l'État, il va compenser si on compense sur la première année. Ça, on a connu au transfert au département d'un certain nombre de gens qui a été compensé, et encore pas totalement les premières années, puis après, démerdez-vous. Parce que quand la misère a grandi, parce que ça quand même c'était le cas, eh ben, les départements, ils ont été obligés de trouver de l'argent, et le RSA, etc. Ça a été compliqué. Ça va être la même chose, c'est-à-dire que ces fausses bonnes mesures qui font partie de la démagogie, qui sont faites, soi-disant, pour redonner du pouvoir d'achat, en fait, c'est de la perte de revenus en réalité. C'est pour la sécurité sociale, parce que si on a des cotisations, on pompe la sécurité sociale, et donc on fragilise la médecine des Français. La taxe d'habitation, si on l'allège ou on l'exonère, on ne dit pas qu'il ne faut pas une réforme. Hein. Attention, hein. Oui. Mais il faut quand même donner les moyens aux collectivités de vivre, hein. Sinon ça ne sert à rien d'avoir des collectivités locales. Ou alors on aura des grandes métropoles, parce que c'est ça qui est aussi le projet de Macron. Donc c'est aussi pour ça qu'on est un peu dans l'attentisme des gens, voire un peu la désespérance, ou parfois même un peu l'indifférence, parce que c'est tout contradictoire tout ça. Vous parliez des étudiants, je veux dire, 2018, Orléans devient métropole de la région centre. Je pense qu'on n'a pas fini de perdre des étudiants à Bourges. Il y a 3 licences menacées par exemple. Oui. On n'a pas eu de réaction très vive. Mais il n'y a pas de réaction très vive, d'abord parce qu'on a un taux d'étudiants qui est assez restreint. On réfléchisse aussi à comment on intervient auprès des étudiants, quelles solutions on a proposer, il faut qu'on se renseigne. On a... Le PS a fait c'est ce que j'allais dire. Oui, non, mais le PS c'est très clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté voter une loi en 2015 pour la métropolisation du territoire, en créant des métropoles en France, en leur donnant des super pouvoirs, et après vous pleurer parce que dans les départements dominants ruraux, on se doit siphonner, parce que c'est quand même ça. Enfin, je veux dire, nous, évidemment qu'on est disponible pour se battre pour le maintien des filières. Je réponds à personne, je réponds à l'interrogation. Non, mais je dis que nous, on crée des nouvelles centralités aujourd'hui, avec des métropoles gigantesques, super pouvoirs, et on crée des déserts à côté. C'était évident, ça. Ça, c'est le projet de l'Union européenne, de mettre en concurrence les métropoles entre elles, de métropoliser le territoire, parce qu'on veut des métropoles capables de rivaliser avec Francfort, avec Milan, etc. Donc, les Bourges là-dedans, les Châteauroux là-dedans, les Soudan là-dedans, c'est les baies et garçons. C'est pas la base. Bon, voilà. Donc, nous, évidemment, on est disponible pour défendre des formations qualifiantes à Bourges, évidemment, on est favorable à ça. Mais on est dans
on est dans cette contradiction-là aujourd'hui. Il y a une loi qui crée les métropoles. Alors, on ne dit pas que la suppression des filières est liée à la création des métropoles. Non, mais c'est pas le cas. Non, mais il y a quand même, on va assister quand même à un phénomène de reconcentration autour de ces pôles-là. Aujourd'hui, on est dans une situation politique qui manque vraiment de sens. Je ne le dis pas par forfanterie, mais heureusement qu'on est là pour mettre un peu de sens dans tout ça. Mais le sens, on le connaît. On connaît Bien sûr, le sens on le de connaît. l'ultralibéralisme, de la rivalité des métropoles. On parle de gens, on parle de nous, de famille. Le bassin de population, le bassin de vie, on ne doit pas le raisonner en matière de rivalité économique ou je ne sais quoi. Il est là le sens caché de tout ça. Alors évidemment, les informations sont... quand tu n'es pas conscientisé, quand on n'est pas informé, c'est une sorte de nébulosité. C'est pour tout. Un exemple, faire la carte grise, il y a une plateforme maintenant, Internet, puisque la préfecture, machin, vous y passez un dimanche, vous n'y arrivez pas. Vous allez voir un privé, il fait ça en 3 clics, et vous avez votre plaque d'immatriculation tout de suite avec une carte grise provisoire. Chez Noroto, chez Fever, etc. Vous payez 30 balles. Alors évidemment, on dit, finalement, c'est bien, on ne fait plus la queue à la préfecture, et tout, mais vous vous rendez compte, Noroto, il a tout un tas de données sur le vendeur, sur l'acheteur, il vous fait payer 30 balles, il a un fonds de roulement de l'argent de l'État, puisqu'ils font une quinzaine de cartes grises par jour, et ils encaissent l'argent des chevaux, 10 chevaux, vous avez 5 chevaux. C'est la déliquescence, c'est la liquéfaction du service public. Il s'agit de l'impôt. Jusque-là, les commerçants dont je fais partie, on était percepteurs de la TVA, mais c'est tout. Maintenant, ça va être la carte grise. C'est le retour des fermiers généraux. Exactement. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est insidieux. Juste un petit exemple concret. On parle des services publics. L'éducation nationale, c'est paru dans notre journal. Les dotations de fonctionnement pour l'école publique a diminué. La subvention est donnée en fonction de la taille des bâtiments, des charges de fonctionnement et ainsi de suite. Tous les établissements du privé ont la même somme par élève. Tous. Ce qui laisse supposer qu'ils ont tous la même taille de bâtiment, les mêmes frais de fonctionnement, les mêmes charges de personnel. C'est pas vraiment bien. Donc on est en train de se battre pour essayer de récupérer cet argent public qui nous appartient, puisque c'est avec les impôts. C'est avec les impôts. Et ça part au privé. Je vais citer un exemple intéressant, ça serait intéressant d'aller voir les lycées d'Anières, par exemple, une réalité sociale, en ce moment, la perte des contrats, etc. Il y a tout un groupement de personnes, et c'est pas Anières, c'est pas le 16e, je dirais, mais des gens qui se retrouvent dans des situations où il y a des devoirs, où il y a des gardes d'enfants, des actions culturelles. Et là, on est en train de c'est aussi une action forte. Ils vont se retrouver d'ici un an à ne plus avoir de fonds, à ne plus pouvoir disparaître. On était sollicité pour travailler avec eux. On va travailler avec l'édition. Parce que là, c'est catastrophe. Après, il y a aussi autre chose, comme on a aussi conscience, c'est qu'il y a aussi une urgence écologique qui est développée dans le bien en commun. Et là, donc, il y a eu Jean Jouzel, le directeur du GIEC, qui dit qu'il nous reste 3 ans pour agir, pour maintenir en dessous de... Et après, on ne sait pas ce que ça peut faire. On a le rappel des 15 000 scientifiques, et là, on a eu le rappel des économistes qui disent en même temps, là, si on a un chaos climatique, on a aussi un chaos économique. Alors, comment on trouve la solution? Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par l'économique pour se faire approprier, pour faire vraiment de l'écologie efficace, ou faire l'inverse? Et ici, au niveau agricole, il y aura forcément des impacts. Au niveau agricole, aussi au niveau forestier. Donc il faut aussi créer une résilience locale. C'est qu'à un moment, ça va faire réveiller aussi les gens. Parce qu'ils vont dire, bon, bah, là, il faut qu'on s'engage aussi, quoi. Il ne faut pas laisser le travail à qu'une minorité. Il faut que ça aussi un sens politique. La prochaine grande échéance politique, c'est les européennes. Comment vous allez vous positionner, vous avez préparé cet événement? Des discussions engagées au plan européen entre la France insoumise et d'autres forces en Europe. Voilà, on réfléchit à l'échelle des 27. Avoir des listes multinationales. Voilà, on réfléchit à ça, il y a des pistes. Nous après, voilà, sur l'Europe,
je dirais qu'on fait partie de ceux qui gardons un cap qui est aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a une Union européenne qui tourne le dos au peuple. On a des traités de l'Union européenne qui nous conduisent là où on en est aujourd'hui, qui encadrent en fait toutes les politiques qu'on vient de dénoncer. Donc voilà, on a une plateforme politique qui est prête, donc qui méritera d'être approfondie, etc. autour de ça. Voilà, donc on va dire ça en réflexion, mais on a déjà des repères établis. Dans l'avenir en commun, on a des propositions sur l'Union européenne. Il y a des forums européens qui se tiennent auxquels on participe. Mélenchon a participé en Espagne, l'opposition des flambées. Voilà, donc on a une réflexion sur cette histoire. On va vous dire après les listes comment elles seront. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Il n'y a pas eu de réforme encore, parce que bon, on avait une grande circonscription, on avait 2 élections comme ça par grande circonscription. Là, on reviendrait à des listes nationales, alors qu'il était question de faire des listes transnationales. On ne sait pas trop. Ce qui va être déterminant, c'est surtout l'orientation qu'on va défendre. Je ne sais pas trop comment on va y aller. Ce qu'on va mettre dans le débat. Surtout faire en sorte que les gens, enfin la priorité, je pense que ça va être celle-là, c'est que les gens se saisissent de l'enjeu européen. Parce que c'est quand même une des élections qui est la moins suivie par les Français, par le peuple européen, régulièrement, on ne comprend pas. Mais nous, on est l'alternative à l'extrême droite, je le dis franchement, parce qu'on voit quand même l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Hongrie, etc. Je veux dire, ça nous porte, ça. Et nous, on est l'alternative à l'extrême droite. Enfin, il faut le dire franchement, c'est une reconquête progressiste de l'Europe par les peuples, dans le sens du progrès social et des droits, parce que si on ne fait pas vivre ça,